Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Ma part de vérité » ou du moins une part de ma part de vérité. Il est d'usage dans ma communauté de s'abstenir de pleurer de façon ostentatoire quand le bon Dieu arrache à notre affection un être cher. Il est aussi interdit de proférer des propos rappelant le côté sombre du défunt afin de lui faciliter l'accès au paradis, dit-on. Cependant, dans certains cas, il est difficile aux vivants de taire certains ressentis dont le défunt s'est rendu coupable. Donc, étant donné que les deux anges dépêchés par le bon Dieu restent vigilants et prennent en compte notre ressenti traduit par nos paroles, voici une part de ma part de vérité sur l'ex-chef de l'État de mon pays. Ça prive du pouvoir d'abord. Il s'est emparé du pouvoir à la hussarde avec un mépris indescriptible pour son peuple. Dès le décès de son père, Félix Houphouët-Boigny, il a demandé au peuple de se mettre à sa disposition. Lui, le futur chef d'État, n'a rien promis à ce peuple attristé par le décès du seul président qu'il avait connu de 1960 jusqu'en décembre 1993, date de son départ pour l'au-delà. Que pensez-vous qu'il ait transmis comme message par la façon pour lui d'accéder au pouvoir de l'État? Moi, je pense que ça a été brutal. Ça a été fait par la force. La suite nous donnera raison. Car depuis son discours martial, lors de cette prise du pouvoir, la Côte d'Ivoire a basculé dans une crise politique dont lui-même paiera le prix. Cependant, il nous a laissé déjà comme legs une crise identitaire avec une ostracisation des gens du Nord. Il oscillera entre une antipathie pour son peuple et un mépris pour toute revendication sociale. Tenez, en réponse à la population qui se plaint de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, il n'a pas trouvé mieux que de leur ordonner de créer chacun un potager. Vous me direz que l'idée n'est pas mauvaise, mais elle le devient par l'agacement affiché par le chef de l'État qu'il était et dont le rôle est de rassurer sa population. Mépris, humiliation de ce peuple et prétention ont caractérisé ce chef de l'État. Que dois-je dire? Qu'il aille en paix? Non. Qu'il court vers sa destinée. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Merci pour ce que vous venez de dire. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais rendre ça simple. Là, comme ça, on a tous compris. Bédié, là, il est mort. Depuis hier, ils ont commencé à faire comédie. Non, il était bon. Non, vraiment, il y a Simon même qui dit, tel que Laurent Bédié est mort, c'est comme ça un homme politique doit finir. Ils sont dans une hypocrisie sans nom. Mais ce qu'ils oublient là, c'est que Bédié là, tout le monde parle en bien de lui. Normalement, quelqu'un qui vient parler d'un homme mort et qui parle mal de lui là, on va dire, mais toi tu es méchant. C'est vrai. Mais en même temps, celui qui est mort là, il a vécu comment? Et lui aussi, comment il a fait? Et il a conduit son peuple à la mort. Si on ne parle pas aussi des personnes qui sont mortes injustement, on aurait été injuste vis-à-vis de l'humanité. Parce que Bédié là, lui son cadavre là, et puis son âme là, ne valent pas mieux que toutes les personnes qu'il a fait tuer. Bédié que vous voyez là, c'est le père de l'ivoirité. C'est le père de la haine en Côte d'Ivoire. C'est le père de la division des Ivoiriens. C'est le père de la rébellion en Côte d'Ivoire. C'est à cause de Bédié que Gbagbo est venu au pouvoir. Donc Bédié là, c'est lui le vrai père de la guerre civile en Côte d'Ivoire. Bédié là,
Si lui n'avait pas fait que Gbagbo était venu au pouvoir, il n'allait pas avoir les escadrons de la mort. C'est Bédié, toutes les personnes qui sont mortes, les escadrons, c'est lui qui a fait tout ça. Aujourd'hui, les gens veulent cacher ce qu'il a été. Non, il faut pas être méchant jusqu'à ce point-là. Bon. Maman Cerbère et puis son fils Cerbère disent, eux, ils ne laissent pas. Quand on dit Cerbère, là, dans la mythologie grecque, c'est un chien. Il a 3 têtes. J'ai bien dit mythologie. Comme la mythologie Bambara de Souniata Keita. Comme la mythologie d'Abla Pokou. Comme la mythologie des Gagou qui seraient descendus d'une chaîne du ciel. Quand j'explique ces exemples, vous savez déjà ce que c'est qu'une mythologie. Un mythe. Les Grecs, là, eux, ils disent que dans leur mythologie, là, il y a un chien, là. Lui, il a 3 têtes. Maintenant, le chien, là, il s'appelle Cerbère. Maintenant, là, Maman Blanc que vous avez entendu, là, elle est Maman Cerbère. Et puis moi, là, je suis son fils. Moi, je suis fils Cerbère. On s'est arrêté devant les portes de l'enfer qu'on appelle Hadès. Et puis on va prendre tous les clients qui vont en enfer, on les met dedans. Toi, Bédier, là, toi-même, là, tu n'auras même pas besoin de papiers pour venir pour dire, attends, on va vérifier. J'ai dit, on va te fourrer dans l'enfer, dans le sous-sol. Et on va dire ton vrai nom aux gens. Tout ce que je viens de dire là, les gens souhaiteraient qu'on ne dise pas ça. Mais jusqu'à ce que ton funérail se termine là, moi je vais rappeler ça chaque jour que Dieu fait. Pour dire que tu mérites d'être en enfer et d'y être pour de bon. Parce que tu as été un dirigeant qui a fait honte au peuple lacan. Toi, Bédier là, normalement on doit t'enterrer en short, culotte. Culottes qu'on portait avant là, quand on était petit là, il y avait des culottes qu'on vendait à 200 francs. Souvent là, c'était jaune, rouge, noir et puis il y avait petite côte devant là. Normalement, on doit aller chercher une culotte de ce genre à 200 francs. On porte ça, on fait porter ça à ton cadavre. Et puis les tricots là, il y a des tricots sans manches là, on te fait porter ça. Et puis maintenant, on renverse ton corps, on met ton visage et ton ventre là sur la terre. Et puis maintenant, on t'enterre. Et comme ça, là, tu vas aller trouver Maman Cerbère et puis son fils Cerbère qui sont là-bas, aux portes des enfers, du sous-sol, des souterrains de l'enfer. Et maintenant, on va régler ton compte propre, sans état d'âme. Toutes les conneries que les gens sont en train de dire là, c'est faux. Si c'est vrai là, il faut ramener d'abord ce que tu as tué à l'avion, on va leur demander. Et là, comme nous, on est aux portes des enfers, tu ne nous connais pas. Cerbère là, lui-même là, son papa s'appelle Typhon. C'est un géant. Et sa maman s'appelle Echidna. Elle est femme serpent, femme homme. C'est nous là, elle nous a accouchés, elle nous a accouchés. Et puis nous on est devenus gardiens des enfers. Moi et puis ma maman, Cerbère. On va appeler les gens que tu as tués. On va leur dire, vous avez des comptes à demander à Bédier? Vous voulez comment on le traite? C'est que chacun va dire de faire là. On va lui faire ça propre. Entre-temps, je viens de mettre un lien. Je vais lire un peu ta vie. Je ne vais pas rentrer dans les explications puisqu'on a pris suffisamment de temps. Mais ça là, les gens vont s'asseoir pour dire si c'est vrai ou faux. Dans une correspondance adressée le 17 décembre 2020 au lecteur d'Afrique Culture, Tamela Boni résumait la situation en quelques mots. Les hommes politiques veulent être les représentants de ce peuple en Côte d'Ivoire. Est en train de devenir une chimère. D'abord parce que ce peuple ne s'exprime plus au singulier. Ce peuple n'est plus qu'un peuple et un seul. Il est divisé du point de vue des rêves, des émotions, des passions, des désirs. Le peuple divisé ne regarde plus dans la même direction. Bien au contraire, il s'entre-déchire. Pendant ce temps, les hommes politiques se donnent l'accolade du bélier, comme s'ils se caressaient les tempes sur fond de traîtrise et de calomnie. Elle, comme d'autres, ne faisait alors que nommer cet innommable qui les gagnait au quotidien. Personne ne sait quand une société bascule
du discours identitaire à la barbarie. Au Rwanda, le conflit entre Hutus et Tutsis a fini par un génocide. En ex-Yougoslavie, les Serbes et les Croates ont connu la tragédie de la purification ethnique. Les mots aboutissent parfois au bain de sang. On sait comment ça commence. On ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Ce qui autorise certains à vite pointer les dérives possibles dès lors qu'un conflit identitaire prend des proportions inattendues. Avec près de 30% de sa population considérée comme étrangère, la Côte d'Ivoire a vu se multiplier les dérives identitaires sur son sol dès la mort de Félix Houphouët-Boigny. Sous prétexte de mieux gérer les équilibres nationaux, certains hommes politiques comme Henri Konan Bédié ont avancé la notion d'ivoirité. À sa suite, une élite dirigeante aux dents longues a commencé à disserter sur l'intérêt de défendre les Ivoiriens de souche, entre guillemets. La peur d'un scrutin pluraliste les animait en réalité. Et il ne leur fallut pas longtemps pour transformer le pays en poudrière identitaire. Constitution, code électoral, code de la nationalité. Les soi-disant puristes ivoiriens de souche, promoteurs de l'ivoirité, n'ont reculé devant rien pour asseoir leur discours au sein de l'opinion ivoirienne, voire internationale. En s'appuyant principalement sur un contexte de crise économique survenu dans les années 1980, on fera croire que ce sont les étrangers qui rendent les Ivoiriens pauvres. C'est ainsi que le terme d'ivoirité, qui existe depuis bien plus longtemps que l'on ne le pense, est devenu peu à peu synonyme d'incitation à la haine et au meurtre. Certains observateurs affirment qu'au départ, le terme incarnait un concept culturel positif. Il semblerait même que le président Senghor l'ait utilisé dans les années 70 lors d'une visite effectuée auprès de son homologue, le président Félix Houphouët-Boigny, pour louer le miracle économique ivoirien, à savoir le brassage en Côte d'Ivoire d'éléments issus de toutes les populations de la sous-région, contribuant à créer sur place une situation de melting pot sur laquelle bien des sociétés du continent auraient pu prendre l'exemple. Situation qui contribuait énormément au rayonnement économique de la Côte d'Ivoire en termes de production et de prospérité. Près de 30 années plus tard, il faut croire qu'il a mué dans l'horreur, occasionnant des dérapages politiques incontrôlables au sein du pays. Insurrection, assassinat, charnier, on parle d'instrumentalisation politique. La dérive volontairement ethniciste est claire chez certains politiciens comme Henri Konan Bédié. Ivoirien de souche contre gens du Nord, voire chrétiens contre musulmans. Les discours ont fini par prendre. Fantasmes et manipulation de l'opinion. Les morts se sont comptés par milliers. Et le pays n'a cessé de sombrer dans la crise depuis. À l'heure où la paix souhaitée joue à montrer son museau sans sortir complètement de sa tanière, nous vous donnons à lire cet entretien accordé en 2003 par Sidiki Kaba, président de la Fédération ivoirienne des droits de l'homme. Monsieur Sidiki Kaba, l'ivoirité est un concept réducteur. Il a introduit dans le débat politique ivoirien la discrimination et l'exclusion, puisqu'il y a une distinction entre différentes catégories de citoyens. La Déclaration universelle des droits de l'homme édicte que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et cette égalité ne doit pas être remise en question pour des raisons d'origine sociale, d'origine ethnique, d'origine raciale, d'origine de naissance ou de profession. Or, l'ivoirité d'Henri Konan Bédié a introduit dans le débat politique en Côte d'Ivoire la distinction entre les Ivoiriens de souche et les Ivoiriens de circonstance. Il a été dit qu'il y a des Ivoiriens d'origine multiséculaire
et des Ivoiriens de circonstances ou de situations. Évidemment, cela a pour conséquence une grave atteinte à la cohésion nationale. L'ivoirité est une théorie dangereuse, une nazification, parce qu'elle renferme la haine. Et ceci a pour conséquence une lutte, laquelle n'a tardé à se faire sentir sur le terrain politique, où les divergences qui ont pu exister entre les différents acteurs politiques ont tourné immédiatement à l'affrontement armé. À la base, le terme ivoirité aurait été avancé pour rendre compte d'un miracle ivoirien relevant du melting pot avec les derniers événements. On est bien obligé de reconnaître que le mot ivoirité ne raconte pas toujours ce que l'on souhaite faire ou dire. Les peuples forts sont des peuples qui avaient la capacité d'absorber toutes les autres cultures. Si les Ivoiriens avaient su, dans la construction de leur nation et de leurs actions de développement, intégrer l'ensemble des populations de la sous-région ouest africaine qui sont venues prêter main forte pour que la Côte d'Ivoire devienne un pays prospère et riche, oui, l'ivoirité, signifiant l'art de trouver en ce moment-là une coexistence pacifique entre les populations étrangères et les populations autochtones ivoiriennes, aurait incarné une donnée intéressante. Mais, cette notion d'ivoirité, telle qu'elle a été formulée par Henri Konan Bédié dans son ouvrage « Les chemins de ma vie », est une instrumentalisation, une manipulation politique pour empêcher Alassane Ouattara, un adversaire politique qui le gênait énormément et dont il a essayé de mettre en cause la nationalité. Et vous savez, c'était le débat entre lui et Alassane Ouattara, dont la nationalité était considérée comme une nationalité douteuse. Il est venu à dire qu'il y avait des Ivoiriens plus Ivoiriens que d'autres. Ah oui, ce qui revenait à dire que il y avait des Ivoiriens de seconde catégorie. Selon Bédié, à côté des Ivoiriens à part entière, il y avait donc ceux qui sont entièrement à part. Ceci a créé évidemment, grâce à M. Bédié, les germes d'une confrontation qui a conduit à la crise que nous avons connue le 24 décembre 1999, quand Guy Robert a eu à prendre le pouvoir et a tenté de mettre fin à ses convulsions politiques en disant qu'il était venu pour balayer la maison. Malheureusement, si Henri Konan Bédié a été le théoricien de l'ivoirité, Robert Gueye en a été le gestionnaire, de sorte que les élections organisées en octobre 2020 ont conduit à l'exclusion du président Alassane Ouattara comme candidat pour cause de nationalité douteuse et à l'élection frauduleuse de Laurent Gbagbo dans des conditions calamiteuses et tragiques. Laurent Gbagbo lui-même a employé la formule « élection calamiteuse » pour indexer la façon dont s'est déroulée son élection au pouvoir, parce qu'il y a eu une insurrection populaire à la suite de la volonté de confiscation du pouvoir par Guy Robert, qui dissout la commission électorale quand il a senti qu'il perdait les élections. L'ivoirité de M. Henri Konan Bédié a empoisonné la vie politique de la Côte d'Ivoire durant 30 années. Elle a entraîné la Côte d'Ivoire dans une grave crise. L'ivoirité de M. Bédié n'a pas du tout été en faveur des droits humains. Elles y ont été massivement violées. Exactions contre les populations étrangères et les populations du nord de la Côte d'Ivoire ainsi que les musulmans. Assassinats politiques. Prolifération des escadrons de la mort qui tuent de façon ciblée certain nombre de personnes. Devenu un enjeu pour l'ensemble du microcosme politique ivoirien, le concept de l'ivoirité s'est vu consacré par un cadre juridique dans le milieu des années 1990. Sur le plan constitutionnel, précisément apparaît en 1998 une loi limitant l'accès à la magistrature suprême aux personnes nées en Côte d'Ivoire de parents ivoiriens.
La polémique s'est aussi canalisée autour de la personne d'Alassane Ouattara, soupçonné injustement d'être burkinabé de par son père. L'ivoirité d'Henri Konan Bédié a connu une consécration constitutionnelle. Ce qu'il ne faudrait jamais oublier, c'est qu'il n'est pas contesté à Alassane Ouattara sa nationalité dans cette constitution ivoirienne. Mais il est dit qu'il ne peut pas accéder à la magistrature suprême compte tenu de l'article 35 mis en place par Laurent Gbagbo et autres. Ce cadre juridique s'est ensuite élargi. Il concerne aussi le code électoral. Le débat à l'heure actuelle porte justement sur la nécessité d'enlever cet aspect-là, que l'on ne se situe plus dans le cadre d'une instrumentalisation de l'ivoirité. Il est clair que tous les pays du monde sont souverains pour déterminer quelles sont les personnes qui peuvent accéder à leur nationalité. Mais ce qui est discriminatoire, c'est lorsque vous accédez à la nationalité et qu'on revient vous dire moins ivoirien que d'autres. À partir du moment où l'on détermine clairement les conditions dans lesquelles on devient français, ivoirien, malien, congolais ou je ne sais quoi, celui qui veut devenir doit les réunir. Mais la loi est claire. On ne peut plus se fonder sur des critères aussi discutables et péremptoires que ceux d'une ivoirité instrumentalisée par Henri Konan Bédié. Une ivoirité de seconde et de première catégorie pour exclure un citoyen et toute sa communauté de certaines fonctions politiques. Le fait d'invoquer l'origine étrangère d'un candidat aux élections, par exemple. Remettre la Constitution en cause ne suffit pas pour résoudre le problème ivoirien. Nous savons tous maintenant que derrière le politique se profilaient d'autres enjeux d'ordre économique et surtout, l'ivoirité d'Henri Konan Bédié est l'aspect politique même de la question. Je m'arrête là pour expliquer un peu. En réalité, voilà ce qu'on expliquait aux gens, que l'ivoirité, là, en fait, on n'accepte pas de reconnaître au grand jour. Quand les gens parlent, non, c'est une théorie pour dire que l'ivoirien d'abord. Mais en réalité, lorsque les théoriciens s'asseyent, ils disent, écoutez, les gens du Nord, là, ils ont déjà l'économie. Ils ont le transport. Ils ont tout. Et donc, on va les mélanger aux étrangers et on va les frapper avec le même bâton. Et donc, c'est qu'on va faire comment on va faire dans les mairies, là, mélanger leurs papiers, renverser les noms. Après cela, on ne va pas leur donner des postes. Ne leur donnez pas de postes. Et comme c'est comme ça, à partir d'Alassane Ouattara, essayons de leur faire dégoûter la politique. Et en plus encore, allez dire aux gens que les étrangers ont pris tout le domaine économique. Mais pourquoi ils ne peuvent pas laisser la politique aux Ivoiriens? Quand c'est comme ça, on ne saura pas faire la différence entre les étrangers et les gens du Nord. Et comme ça, on va régler le problème à Alassane Ouattara. À partir d'une personne, on règle tout le problème. C'était ça, la vraie idéologie cachée de l'ivoirité. Et c'est Bédié qui a eu cette maléfique idée de poser la problématique. Et je dirais, un aspect politicien, mais les vrais enjeux sont économiques. La Côte d'Ivoire avait 25 millions d'hectares de forêt en 1960, avec une population de 4 millions d'habitants. 40 ans plus tard, la Côte d'Ivoire n'a plus que 3 millions d'hectares de forêt, avec une population estimée à 15 millions d'habitants. Peu de ressources avec un nombre important de population. C'est la raison pour laquelle je dis que l'ivoirité n'est pas seulement source d'une crise ivoirienne. La question foncière est une question fondamentale, à travers laquelle Bété et Baoulé sont continuellement en conflit sur le terrain. Des ethnies qui sont des ethnies de souche, encore que cela soit discutable. N'oublions pas que les Baoulés font partie du groupe Akan, qui vient de Koumassi et donc du Ghana. Les Bété, ce sont aussi les Dida. On trouve un prolongement de ces populations au Libéria. Il y a donc entre différentes populations ivoiriennes des conflits de la terre entre les Ivoiriens
et ce qu'on appelle les allogènes, c'est-à-dire les Burkinabés. En 1998, l'Assemblée nationale a adopté la loi foncière qui interdit la vente de terrain à des étrangers et une question grave se pose. Aucun étranger propriétaire des terres ne peut transmettre par voie successorale cette terre à son enfant. Ce qui est grave et ce qui est une atteinte grave aussi au droit de propriété. Tout cela pose aussi la question du code de la nationalité. Des personnes nées en Côte d'Ivoire, de parents étrangers, mais dont les familles sont en Côte d'Ivoire depuis au moins 100 ans. Parce que n'oublions pas que les populations dites étrangères en guillemets, qui sont de la sous-région, essentiellement du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée, sont des populations qui ont été déplacées par le colonisateur français pour pouvoir défricher les immenses forêts ivoiriennes, le canal de Vridi. Elles n'y sont pas venues volontairement. La politique ivoirienne de l'époque de Félix Houphouët-Boigny prônait aussi l'ouverture. Et cette ouverture se traduit par un appel à la main-d'œuvre étrangère, essentiellement issue de la sous-région. Plusieurs générations issues de ces populations sont sur place et n'ont jamais eu le statut d'Ivoirien. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation paradoxale où on vous dit qu'il y a près de 28% de la population ivoirienne qui serait étrangère. Mais dans ces 28%, vous verrez que beaucoup sont nés sur place en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire sur le sol ivoirien depuis plus d'au moins 4 générations. C'est la raison pour laquelle le code foncier est un problème, tout comme le code de la nationalité. La définition du statut de réfugié est aussi un problème, de sorte que tout cela constitue les vrais enjeux, avec en toile de fond des problèmes économiques. Ainsi, de la privatisation qui est intervenue et qui a conduit à la suppression de la caisse stable, qui rapportait des milliards de francs CFA. Ceci a entraîné une véritable crise de la filière cacao et du café, qui aujourd'hui est dominée par des multinationales n'ayant d'autre souci que le profit et le rapatriement des immenses sommes d'argent constituant des bénéfices allant vers d'autres cieux. La crise économique exacerbe les relations entre les Ivoiriens. En même temps, l'étranger est vu désormais comme étant la source de tous les maux. Il y a une sorte de haine qui s'est constituée à son égard. Cette situation ivoirienne rejoint d'autres situations de conflit qui minent l'Afrique et la mettent dans tous ses états. Les conflits qui existent en Afrique sont tous circonscrits dans des pays où il y a des richesses. En Sierra Leone, par exemple, on vous parlera du diamant. Il y a aussi la forêt. Au Libéria, idem, on vous parlera du diamant. Au Congo, on vous parlera du scandale géologique. Et vous savez tout. On vous parlera du coltan, on vous parlera du cobalt, on vous parlera du manganèse et du diamant. En Angola, vous avez vu le diamant et le pétrole. À l'origine de nombreux conflits en Afrique, il y a une odeur de pétrole et de richesse. Dans les pays pauvres, le problème ne se pose pas, ou tout au moins, le problème se pose différemment. C'est pour ça que j'insiste sur ce fait. Derrière l'instrumentalisation ethnique, comme l'ivoirité par M. Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire, il y a des enjeux économiques énormes. Et ces enjeux amènent certains à chercher le contrôle du pouvoir politique, afin de mieux contrôler le pouvoir économique ensuite. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de construire en Afrique un nouveau cadre sur la base des valeurs de la démocratie.